Bonjour chers élèves, on va passer directement à la quatrième séance de la leçon des pollutions liées à l'industrie. Comme on a déjà vu la dernière séance, on a parlé essentiellement des indicateurs chimiques, physiques et biotiques qui indiquent la pollution, c'est-à-dire on a besoin de certains indicateurs pour déterminer est-ce qu'il y a pollution ou bien il n'y a pas de pollution. Et avant, on a étudié les ressources de la pollution, bien les sources pardon, de la pollution et les conséquences de chaque type de polluant. Donc, aujourd'hui, on va passer directement à la recherche des alternatives, c'est-à-dire quelles sont les alternatives pour lutter contre la pollution. Comme on sait déjà, c'est la première source de pollution, c'est lié à la production de CO2 qui dépend de la consommation des énergies fossiles. Donc, euh, suite au développement aux demandes, bien à l'évolution ou bien à l'augmentation de la demande en énergie, et face à la limite des réserves à l'échelle mondiale des énergies fossiles, surtout le charbon, le gaz naturel, le pétrole, donc le Maroc s'est engagé à rechercher d'autres alternatives énergétiques qui sont plus propres et parce qu'il provient parce qu'il provient des procédés industriels qui ne produisent pas le CO2. Pour cela, ils sont propres et ils sont inépuisables. Donc, ce sont des énergies, pour cela, on dit que ce sont des énergies renouvelables. Donc, on va faire une petite comparaison entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles, ce sont des énergies qui se trouvent stockées sous-sol sous forme de charbon, de pétrole, de gaz naturel et qui sont transformées, ça fait très très longtemps, et ils sont des matières organiques fossilisées. Donc, ces matières organiques fossilisées, ils sont exploitées, ils sont transformées en énergie par la combustion avec dégagement de CO2. Pour cela, cette énergie n'est pas propre parce qu'il produit le CO2. Par contre, les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui résultent de l'exploitation des ressources naturelles propres, comme le soleil, le vent, l'eau, la matière biodégradable, le méthane, par exemple, qui provient des décharges, et que ce sont des ressources qui se régénèrent, c'est-à-dire ils ne sont pas épuisables. Et la production de ces énergies, n'accompagne pas par l'émission de CO2. Pour cela, on parle des énergies qui sont propres. Donc, on a des énergies qui sont épuisables, qui ne sont pas propres vis-à-vis des énergies qui sont plus propres et inépuisables. Donc, l'alternative, ce sont les énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, on trouve l'énergie solaire, c'est-à-dire on capte l'énergie solaire et on transforme cette énergie sous forme de l'énergie électrique, soit par les plaques photovoltaïques, ce sont des plaques qui contiennent des circuits électriques qui captent les photons qui proviennent du soleil et qui transforment cette énergie apportée par les photons sous forme de courant électrique qui peut alimenter directement les ménages ou bien l'éclairage public ou n'importe quelle consommation de l'énergie électrique. Et la nouvelle technologie qui est plus moderne et qui permet une grande production de l'énergie électrique à l'échelle nationale et internationale, on a par exemple le système, bien les systèmes thermodynamiques à concentration. C'est quoi ce système thermodynamique à concentration? Donc, il y a thermo, c'est-à-dire thermique, dynamique, c'est-à-dire il y a une énergie mécanique à concentration, c'est-à-dire il y a un système de concentration de l'énergie solaire en utilisant des miroirs, qui sont des grands miroirs, qui concentrent les rayons lumineux
bien les rayons solaires, sur un liquide qui traverse des canaux, comme il est montré dans les trois schémas en rouge. Le liquide il est réchauffé à des températures très très élevées, qui dépassent les 600 degrés parfois. Donc, cette température va transformer le liquide sous forme de vapeur, et la vapeur, il est transportée par un système de canalisation et il est comprimé pour qu'il tourne des turbines, c'est-à-dire des turbines à vapeur, ça s'appelle des turbines à vapeur. Et les turbines, quand ils tournent, ils sont liés avec un alternateur et l'alternateur va produire une énergie électrique. Donc, on a transformé l'énergie solaire en énergie thermique, puis la vapeur qui engendre une énergie mécanique. Donc, cette énergie mécanique va faire fonctionner la turbine et la turbine va produire, avec l'alternateur, vont produire l'énergie électrique. Donc, il y a un système de transformation en trois phases de l'énergie. Donc, après la vapeur, il sera condensé par un système de condensation, bien un système de refroidissement. Ce système de condensation va transformer la vapeur en eau une deuxième fois et l'eau va continuer un cycle fermé. Donc, l'eau, il traverse toujours, il est réchauffé, vapeur se transforme de vapeur, condensation, liquide et ainsi de suite. Et comme ça, il fonctionne ce système. Il y a des grands projets à l'échelle nationale. C'est le projet Nour à Ouarzazate et Nour à Midelt. Donc, ce sont des grands projets à l'échelle internationale et ce projet est le premier projet à l'échelle internationale de la production d'énergie solaire qui est déjà mis en œuvre et il est fonctionnel. Ça fait une année, bien 2 ans, le projet de Nour Ouarzazate. Bien, on va passer à une autre source des énergies éoliennes. Comme on observe déjà vers la route de Tétouan, on observe il y a des panneaux éoliens, c'est-à-dire des grandes tours qui portent des hélices et qui tournent tout le temps. Ces hélices, ils utilisent l'énergie du vent pour, quand le vent, quand il fait tourner les hélices de ces éoliens. Donc, les hélices, ils sont installés avec un générateur et le générateur, il va produire une énergie. Et généralement, l'énergie qui se produit par ces sources, c'est un courant continu. Donc, on va transformer ce courant continu en courant discontinu. C'est-à-dire toujours, on a besoin d'un transformateur. Puis, on passe à l'alimentation des ménages ou bien n'importe quel, même on injecte l'énergie électrique produite dans le réseau de distribution de l'énergie électrique. L'ancienne source des énergies renouvelables, ce sont l'énergie hydraulique qui provient de la force motrice des eaux au niveau des barrages. Donc, au niveau des barrages, lors de la sortie de l'eau, il y a une force qui fait tourner une turbine et la turbine, il dépend d'un générateur qui produit l'énergie électrique. Donc, sans produire le CO2. Et comme ça, on produit des quantités élevées d'énergie à partir de la sortie de l'eau à travers les barrages. Mais puisque le Maroc a connu des précipitations, bien les précipitations au niveau national, c'est-à-dire il diminue avec le temps. Donc cette méthode n'est pas durable à long terme. C'est-à-dire on ne peut pas compter sur les énergies qu'on va produire à partir des barrages et si on n'a pas augmenté la capacité de stockage des barrages. Bien. On va parler dans cette partie, c'est-à-dire sorte de comparaison entre la production des énergies à l'échelle nationale et la production des énergies à l'échelle mondiale. Au niveau mondial, donc les énergies qui sont produites à partir des ressources qui sont fossiles, c'est à peu près 41% de charbon et 21% de gaz naturel et 6% de pétrole. Donc, la totalité
des énergies fossiles, de la production de l'énergie électrique, il provient des ressources fossiles, c'est-à-dire à peu près 68%. Par contre, on a seulement 19% de la production mondiale de l'électricité se fait à partir des ressources renouvelables. Ce sont soit des énergies hydrauliques à partir des barrages, ou bien autres sources d'énergie, c'est-à-dire éolien ou bien biologique ou bien solaire. Et pourtant, par exemple, les énergies solaires, ils sont très abondantes et on peut produire énormément de quantités à partir de ces énergies. Bien, la figure suivante, B, il nous montre la production ou bien les émissions en CO2 si on utilise le charbon, pétrole, gaz, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique. On observe clairement que la production d'un kilowatt, elle est accompagnée de l'émission entre 800 à 1000 grammes par kilowatt de l'énergie électrique produite. Donc, ces quantités de CO2 élevées, ils contribuent à l'effet de serre, c'est-à-dire au réchauffement climatique. Par contre, les énergies renouvelables, surtout solaire, éolien et hydraulique, ils produisent très peu de CO2. Donc, la production de CO2 il ne dépasse pas les limites de 150 grammes par kilowattheure produit pour l'énergie solaire, mais le reste, il est moins important. Donc, pour cela, on parle des énergies qui sont plus propres que les énergies fossiles. On passe maintenant à la production des énergies renouvelables à l'échelle nationale, c'est-à-dire au Maroc. Donc, au Maroc, on a la figure A, présente c'est-à-dire la répartition des énergies qu'on consomme à l'échelle nationale entre 2009, 2015 et cette année, 2020. Donc, on observe clairement que le Maroc s'est engagé à réduire, lors de COP21 à Paris, à réduire les émissions de CO2 de 32%. Donc, on veut réduire la quantité de CO2 produite au Maroc, c'est-à-dire la quantité de CO2 qui provient de l'utilisation des énergies fossiles. On veut réduire cette quantité de 32% vers les 2030. Et ça par le développement des énergies renouvelables. Donc, le projet vise quoi? Vise la réduction de la production des énergies, vise la réduction de la production de l'énergie par des ressources fossiles. Donc, on observe qu'on veut réduire le pourcentage de 77% à 58%, c'est-à-dire la réduction de à peu près 20%, à peu près 18%. En plus, on va compenser cette diminution de la production de l'énergie électrique par des ressources fossiles par l'augmentation ou bien l'élévation de l'apport des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on va changer la source de production d'énergie seulement par la construction des parcs éoliens et par la construction des centrales solaires, comme on a déjà cité les stations de Nour de Ouarzazate. Il y a 4 stations de Nour. C'est le plus grand complexe à l'échelle mondiale de la production de l'énergie solaire. Donc, ces projets, ils visent à diminuer les émissions de CO2 au Maroc de 9,3 millions de tonnes par an. Donc, c'est une quantité élevée et très importante à l'échelle nationale. Bien,
Un autre aspect c'est-à-dire des alternatives contre la pollution, c'est si on veut éviter la pollution qui provient de l'activité agricole, donc on va adopter la lutte biologique. C'est quoi la lutte biologique? On va partir, ou bien on va traiter les données d'un exercice. Donc, on a la pyrale, c'est un papillon qui a, au stade larvaire, une chenille, et la chenille, il attaque les champs de maïs. Donc, il cause des dégâts pour les agriculteurs. Pour la lutte contre ces ravageurs, les agriculteurs utilisent les insecticides, mais l'utilisation de ces insecticides, il entraîne la mort de la faune, c'est-à-dire il y a des insectes qui sont utiles, surtout dans le sol, ce qui il y a des répercussions sur l'environnement et sur les écosystèmes du sol. Et il menace la santé des consommateurs. Pour cela, actuellement, on préfère l'utilisation d'un insecte qui s'appelle trichogramme qui attaque la pyrale. Comment? Donc, la photo, il montre la pyrale, la chenille de la pyrale qui attaque le maïs. Donc, vous pouvez c'est-à-dire, observer clairement la chenille. Et la deuxième photo, c'est un insecte qui s'appelle trichogramme qui parasite les œufs de pyrale. C'est-à-dire le deuxième insecte, il parasite l'insecte ravageur. Donc, il y a une sorte de combat entre deux insectes. Et le combat, sûrement, il est au profit des agriculteurs. Bien. Donc, la pyrale qui est montrée sur la photo, il cause des dégâts pour les agriculteurs, c'est-à-dire au niveau des champs de maïs. Et le trichogramme, c'est un insecte, c'est une sorte de guêpe qui pond des œufs dans les œufs de pyrale, c'est-à-dire le deuxième insecte, il attaque les œufs de l'insecte ravageur de papillons. La larve de trichogramme, il va se nourrir avec les substances nutritives de l'œuf de pyrale, c'est-à-dire que les larves de trichogramme, ils vont se nourrir des œufs de papillons, bien de la larve de papillon. Et comme ça, ce qu'on va gagner par la suite, c'est que la destruction des œufs de pyrale lors de l'éclosion des trichogrammes, ce qui arrête la multiplication de ce parasite. Si on détruit les œufs de parasites, donc on va arrêter la multiplication. C'est l'alternative. Au lieu d'utiliser un insecticide qui tue tous les insectes, on peut introduire un insecte qui tue le parasite. Donc, pas d'utilisation d'insecticides et conservation des insectes utiles. Comme ça, on arrive à stabiliser les écosystèmes ou bien on cherche à équilibrer les écosystèmes, c'est-à-dire l'introduction de nouvelles espèces qui peuvent entraîner la diminution d'un autre espèce qui est ravageur et comme ça, on cherche toujours l'équilibre dans un écosystème. Donc, le graphe que vous avez représente les résultats d'un champ avant traitement et après traitement. C'est quoi le traitement? C'est l'introduction des insectes de trichogramme dans un champ. Avant l'introduction et après l'introduction.
Avant l'introduction, qu'est-ce qu'on a observé? Donc, avant, on a le nombre moyen de larves par pied de maïs, c'est environ 1,6. Par contre, quand on a introduit le deuxième insecte dans le champ, c'est-à-dire le trichogramme, on observe quoi? Que le nombre moyen de larves par pied de maïs a diminué, à peu près de 75%. Donc, on a diminué le nombre de larves par pied de maïs de 1,6 à 0,4, c'est-à-dire c'est un effet remarquable de cette espèce. Donc, pour cela, la lutte biologique, c'est quoi? C'est une méthode de lutte contre les parasites ravageurs. Ce sont soit des insectes, soit des mauvaises herbes, en utilisant des organismes vivants contre ces parasites. C'est-à-dire, il y a dans la nature, si on cherche dans la nature, on va trouver qu'il y a des êtres vivants qui attaquent d'autres êtres vivants. Donc, on va chercher ce qui est avec les agriculteurs. Et comme ça, on limite les impacts négatifs des pesticides. Le trichogramme est un prédateur de pyrale. Le pyrale, c'est un ennemi des agriculteurs. Comme ça, on peut dire que le trichogramme, c'est un insecte au service de l'agriculture. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a un trichogramme, il y a pyrale. Le pyrale, il attaque les champs et le trichogramme, il attaque le pyrale. Donc, l'agriculture, il va favoriser le développement des trichogrammes. Et vous avez le cycle de trichogramme. C'est un papillon qui pond des œufs et notre ami, bien l'ami des agriculteurs, va pondre des œufs à l'intérieur des œufs de papillon. Et comme ça, les larves de trichogramme, ils vont se développer à l'intérieur des œufs de papillon. Et après l'éclosion, donc, on a détruit les œufs de papillon et comme ça, on a réduit la multiplication. Et la photo montre un champ de maïs traité par le trichogramme et vous voyez le ticket qui montre que ce champ a été traité par l'introduction d'un insecte, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte biologique. Bien, on est arrivé à la fin de notre séance. Je vous dis merci pour votre attention et à la séance prochaine pour entamer la leçon prochaine, c'est concernant les déchets radioactifs issus de l'utilisation de l'énergie nucléaire.